Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je posterai cette vidéo à 7h du matin, je la tourne entre midi et 2. Ce vendredi, on va parler un peu Bitcoin, bien évidemment. On va reprendre un peu de recul par rapport à la clôture mensuelle de début de semaine prochaine, mais je prends un petit peu d'avance pour essayer de voir un petit peu comment on pourrait réagir par rapport à une potentielle clôture. Et sur un certain niveau de prix, on reprendra des zones d'accumulation très long terme. Là où les Waze et la Smart Money réaccumulent nos bitcoins qu'on vend dans la peur, bien évidemment. On parlera de quelques crypto-monnaies, on m'a demandé OMI, c'est VV, c'est Magnétisme qui m'a demandé de parler de ça. Il y a Elastos, c'est Fred qui me l'a demandé, on va reparler aussi de Farm. J'aimerais vous parler moi de Atom par rapport à un potentiel retournement de tendance, ou pas, bien évidemment, et quelles décisions prendre quand on voit ce type de structure se former, parce qu'on sera souvent soumis à ce type de structure et toujours nos émotions seront et pourront reprendre le pas, et c'est bien évidemment ce qu'il faut éviter. On parlera un tout petit peu d'order book et d'order flow, et je ferai un petit tour, j'y vais très rarement, mais sur Glassnode, pour vous parler un peu de distribution, d'accumulation, où sont nos bitcoins et où sont les bitcoins. Est-ce que les baleines vendent massivement ou pas, ou est-ce qu'elles continuent à accumuler? On en parle maintenant. Allez, mais avant de commencer, je vous invite bien sûr à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. On est plus de 3800 aujourd'hui à échanger au quotidien sur plutôt une stratégie moyen-long terme, mais vous y retrouverez d'ailleurs dans ce Discord une documentation, et plusieurs documentations que les membres en fait prennent aussi plaisir à agrémenter, et merci à tous les membres en fait qui m'envoient des petites captures d'écran ou des petites choses comme ça, des petits travaux que vous faites, donc vous retrouvez ce travail dans l'onglet documentation, c'est du travail gracieux, donc merci infiniment pour toute votre bienveillance et votre gratitude. C'est comme ça qu'on grandira et c'est comme ça qu'on construira une communauté pérenne sur les 10 prochaines années, bien évidemment au minimum. Cette documentation, c'est une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois que j'utilise depuis plusieurs années et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme, qui permet d'annihiler toute forme de stress et de diminuer nos émotions au quotidien sur les marchés financiers, pouvoir rationaliser les prises d'investissement ou des positions, que ce soit sur l'investissement court terme, moyen, long terme, ça marche aussi, même si on est plutôt long terme. Chez les rois, n'hésitez pas à vous en imprégner pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. On parle Bitcoin tout de suite. J'ai fait un petit travail sur Bitcoin en mensuel pour regarder, mais on commence l'année, est-ce que souvent le mois de janvier est bon ou est-ce qu'il est plutôt mauvais sur les marchés financiers? Beaucoup de news qui arrivent, on parlera de quelques news aussi, notamment de grands gérants de fonds institutionnels qui parle un petit peu d'un crash sans précédent. On commence à le voir de plus en plus sur les réseaux sociaux, on commence à le voir de plus en plus au sein de nos amis influenceurs. Donc j'aimerais qu'on y revienne plutôt en fin de vidéo et on essaiera de prendre un petit peu de recul, même si elle est un peu longue, mais on prendra peut-être un peu plus de recul en fin de vidéo pour parler un peu de psychologie et psychologie latent au niveau des marchés financiers. Actuellement, ces tensions avec la Russie et les États-Unis, notamment par rapport au conflit ukrainien, qui n'a pas encore commencé, mais il y a des choses qui sont en train de se passer, on en parle de plus en plus. D'ailleurs, notre président doit appeler ce jour, donc c'est vendredi, donc hier, le président russe, Vladimir Poutine. Sait-on jamais ce qu'ils peuvent se dire? Peut-être qu'on aura des retours avec Le Figaro ou la presse officielle de notre cher gouvernement. On parle Bitcoin et j'ai fait un petit travail en mensuel. On reprendra un petit peu des divergences potentielles en mensuel ou en weekly. C'est important de le regarder pour prendre du recul et se dire est-ce qu'on va droit dans le mur ou est-ce qu'on est en train plutôt de réaccumuler au niveau des baleines pour pouvoir poursuivre notre bull run et avoir notre fameux excès final qui, pour moi, nous ne l'avons toujours pas eu. Très simple. Je vous mets ça en place. Ce petit travail, il est tout bête. J'ai pris toutes les clôtures en mensuel et j'ai regardé toutes les clôtures du mois de janvier. Tout simplement. On s'aperçoit que la clôture du mois de janvier va se finir dans le rouge. On est d'accord, on a une énorme bougie rouge. La dernière fois que ça s'est passé en 2021, on avait eu une jolie bougie bleue. En 2020, nous avons une jolie bougie bleue. En 2019, une bougie rouge. En 2018, une bougie rouge. 2017, rouge. 16, rouge. 15, rouge. Et 14, bleu. Ce qui est marrant, c'est quand on regarde un petit peu les fluctuations de marché, c'est qu'à chaque fois, c'est pas systématique, attention, on parle pas de fractal, mais à chaque fois qu'il y a une bougie bleue en janvier, on a une bougie rouge en février. Quand on a une bougie rouge au mois de janvier, on a une petite bougie bleue au mois de février. Et ça se répète continuellement. Rouge, bougie bleue le mois d'après. Bougie rouge, bougie bleue le mois d'après. Bougie rouge, bougie bleue, même si c'était fin de bull market pour 2017, mais bougie bleue quand même, en février 2018, et on continue. Une petite bougie rouge, les bottoms se posent en hiver et les jolis rallyes se font en été. Bougie bleue le mois de février, et on continue. Là par contre c'est différent. Bougie bleue au mois de janvier 2020, bougie rouge en février, crack Covid de mars. Aïe. Ok, on continue. Bougie bleue et bougie bleue. Bizarre l'histoire.
Est-ce que ça va peut-être en reversal au niveau de notre psychologie ou au niveau d'une fractale? On a une bougie rouge, est-ce qu'on aura peut-être une bougie bleue ou pas au mois de février, ou une énorme bougie rouge pour aller dans les abysses, hein, finalement, des marchés financiers, crack, etc., et tout ce que vous voulez. Ce que je ne privilégie pas encore actuellement, bien évidemment. Il me faudra des énormes clôtures en dessous de ces précédents lots, des 29 300 $ pour mois en mensuel, pour venir remettre en cause cette dynamique de prix long terme. Ok, ça c'est côté Bitcoin. On peut définir également, dans ce travail-là, on prend un peu de recul, des zones d'accumulation de baleines. Ici, on avait une énorme zone d'accumulation de baleines qui, en fait, était assez intéressante puisqu'on avait un espèce de triangle. Je ne vais pas passer en weekly, on va le laisser comme ça. Hein. Je vais vous tracer un petit triangle. Et ces patterns, en fait, et ces triangles sont souvent menés. Je ne vais pas prendre toutes les bougies parce qu'il y avait des excès finaux, etc. Donc, je vais le tracer un peu simplistement. Ok, ce petit triangle. Donc voilà, on va le prendre comme ça, le triangle. Je vais le modifier, je vais le prendre en violet. C'est plus joli. Et là, je vais mettre aussi du violet. Voilà, on a bien. Bon, c'est pas très joli, cela dit. Allez hop, on fait comme ça, c'est très bien. Vous aviez un triangle, et ces triangles, malheureusement, c'est pas un retour haussier. Hein. C'est plutôt par le bas que ça casse. Hein, on tape en haut, on fait une continuation baissière. Et dans ces patterns, ou dans ces figures chartistes, quand vous avez une dynamique baissière, d'accord, même si on travaille en dessous, le plus probable, c'est de casser vers le bas. Sur ce qu'on appelle des bougies de capitulation. Tout simplement. Actuellement, on n'y est pas du tout. Mais je trouve ça intéressant de voir qu'à chaque fois, on est bien venu travailler, juste ici, les précédents lots, et qu'on est rentré dans une phase d'accumulation au niveau des wilds. Et vous voyez qu'on n'y est pas resté très longtemps dans cette phase d'accumulation. Au même titre qu'ici, lors du crack Covid 2020, de mars 2020, on n'y est pas resté. Hein. On n'a même pas clôturé dans cette zone d'accumulation de baleines. C'est ici qu'on accumule. Où est-ce qu'on se trouve dans ces zones d'accumulation? C'est extrêmement simple. Vous tirez votre Fibonacci, votre petit raid de Fibonacci par rapport à des précédents bottoms de marché historique. Vous allez chercher tout en haut par rapport à une excès finale sur les 19 000 $. Il y a bien eu des ordres à 19 000 ou 20 000 $, notamment sur les dérivés. Et on est venu tout simplement travailler dans une énorme zone de rechargement d'achat, la SECO, et une zone de première classe. Mais vous voyez bien qu'on n'y est pas resté longtemps. Ok. Est-ce que ça veut dire que là, on va retourner dans une première classe ou pas sur le Bitcoin dans les prochains mois? C'est pas du tout sûr. Puisque jusqu'ici, en fait, jusqu'en octobre 2018, on pensait tous que le bear market était terminé. Hein, beaucoup s'accordaient à dire que le bear market était terminé. On accumulait, regardez, ici, on accumulait. Je vais changer de charte, comme ça on va pas trop tout casser. Et j'y reviendrai juste après. Hop, on va le grossir un peu. Ok, comme ceci. Donc, dans toute cette phase-là, on avait des ordres d'achat en levier qui s'accumulaient au sud. On est d'accord avec ça. Mais bien évidemment, à chaque fois qu'il y avait une continuation baissière, les vendeurs ou les traders de tendance, donc là c'était une tendance baissière, en weekly notamment, avec ce M-top en weekly, et plein de petits M-top en daily, appuyaient à chaque retour en zone de rechargement, de vente, logique. On peut aussi tracer nos Fibos, vous allez les tracer comme ceci, et on revenait en fait à chaque fois en zone de rechargement. Vous voyez, 618, 786. On le baisse ici, hop, comme ça, on revient entre les 618, cette petite mèche, et les 786. Vous descendez, c'est exactement la même chose, vous comprenez à peu près le principe. D'accord? C'est très simple. Donc il y a des zones qui s'accumulent ici, et des acheteurs et des liquidations d'achat qui s'accumulent vers le sud, mais également vers le nord. Ok? Donc le market maker, les échangeurs, qui vous voulez, disent qu'est-ce qui est le plus rentable pour nous? Est-ce qu'on fait gagner tous les acheteurs, ou est-ce qu'on fait gagner indirectement les vendeurs? Généralement, il n'y a pas vraiment de gagnant. Quand on s'accroche à nos positions, généralement, le premier qui bouge perd, entre guillemets. On est parti et les market makers ont décidé d'aller liquider avec une bougie dévastatrice tous les acheteurs. Ok, on est parti très loin, c'est moins 50% qu'on a repris dans la tronche, alors qu'on avait déjà pris moins 50%. Ok, même plus que ça. On avait pris moins 66% et on reprend moins 50% derrière. Parce que la majorité des personnes, à l'heure actuelle, enfin à l'époque sur le marché, s'accordaient à dire que ça ne pouvait plus que remonter, qu'on avait le bottom historique et que ça ne casserait plus. Or, quand la majorité s'accorde que ça ne cassera pas, le plus probable c'est quoi? C'est que ça pète, tout simplement. Ok, donc ça c'est une première chose.
On a cassé, on a structuré un magnifique W mensuel, voire plusieurs W weekly pour relancer cette dynamique. On est revenu chercher la ligne de coup, etc. Et continuation de tendance. Le signal ultime de la fin de ce bull market a été donné ici, tout simplement, quand il y a eu cette bougie d'impulsion qu'on n'est jamais revenu travailler, d'accord. Dès lors, on n'est jamais revenu travailler ces 14 000 $. C'est parti, c'est parti. Bougie explosive. Et on ne vend pas sous résistance. Ok ? Or, beaucoup de personnes ont vendu sous résistance. Néanmoins, on n'achète pas non plus sur résistance. On attend des clôtures de bougies. Et on l'avait eu en weekly, cette clôture de bougies. Juste ici, je vous le remontre. Voilà, on a eu cette clôture de bougies. Et là, il fallait partir avec le train. Tout simplement. Vous avez eu beaucoup de signaux. Hein. Nous, chez les rois, vous savez, on regarde des rois de trèfle. Les rois de trèfle, vous en avez plein. Ici, on peut dire que c'était... On peut quand même s'accorder à dire que ce n'était pas un W... Bottom, c'était un V-top, un V-bottom. Et les V-bottom sont menés à être retestés. Or, on n'est jamais revenu chercher ce V-bottom. Et je vous avais expliqué dans une vidéo précédente qu'on était juste venu chercher une précédente ligne de coup ici. Ok ? Donc pour moi, c'était juste un check-out. Pullback, tout simplement. D'accord ? Donc pour moi, mais beaucoup s'accordent à dire que c'est un V-bottom. Et pour le coup, ils ont raison, hein, c'est bien un V-bottom. Pour moi, je ne le considère pas comme un V-bottom ultime, puisqu'on est revenu tout simplement mécher sur une précédente ligne de coup d'un précédent énorme W weekly. Donc pour moi, c'est sain pour le marché. Or, on n'est jamais revenu chercher cette énorme mèche. On n'a pas eu de mèche dévastatrice à 14 000 $ pour revenir tester en fait cette énorme en fait, structure en W annuelle. Vous me suivez ? C'est très important. Derrière, on efface tout. On continue, on continue et on va monter un peu. Et ici, on s'accordait presque à dire, je remets ma petite phrase, ici que Bitcoin à 20 000 ou Bitcoin ATH ici, prochain support ici, et Bitcoin reteste de la ligne de coup. Donc tout le monde s'accordait à dire que c'était très probable qu'on aille ici. Or, le sentiment était très négatif ici, on était dans l'extrême peur, les fundings étaient extrêmement négatifs, les spreads étaient extrêmement négatifs, et il y avait beaucoup plus d'acheteurs ou de comptes en levier de vente, plutôt équilibré, mais beaucoup de shorters arrivaient sur le tard, de vendeurs agressifs sur le tard, et le market maker a décidé deux choses. Soit on va éclater tous les lots, et on retourne effectivement entre les 20 000 et 14 000 $, première classe et classe éco, sur tout ce retracement Fibonacci. Je vais vous le retracer, très simple, juste là. Soit on va chercher tous les vendeurs agressifs. Voilà, classe éco, juste ici, et première classe sur notre ligne de coup. Moi, j'avais prévu beaucoup de capital, plus de 65% que j'étais en cash à ce moment-là, pour investir très massivement en cas de crack sans précédent. Or, le sentiment était beaucoup trop, et malheureusement, ou heureusement pour les marchés financiers, était beaucoup trop pessimiste ici. Donc le plus probable, c'est de faire le contraire de ce que la majorité pense, continuation haussière. On se retrouve dans une situation relativement similaire ici. Le sentiment est extrêmement pessimiste, et on s'accorde à dire, et les news vont dans ce sens-là, où beaucoup de personnes disent crack de plus de 50%, etc. Bon, on y reviendra en fin de vidéo, mais dans l'idée, on sent ce sentiment, cette peur qui est omniprésente, surtout pour les jeunes arrivés sur les cryptoactifs. C'est un peu la panique. C'est un peu la panique sur Twitter. Le gouvernement américain et Joe Biden a annoncé une possible obligation, voire un ordre de réguler les marchés, notamment crypto, dans les prochains mois, prochaines années, sans pour autant donner de date précise, mais ça, ce sont des choses qui permettent d'accentuer une panique, d'accentuer une vente forcée. Voilà, on se laisse envahir par nos émotions, par les oui-dire des uns et des autres, quel que soit leur statut ou leur rang social, ou leur position à travers le monde et leur force par rapport à la géopolitique, ça reste des émotions et des biais psychologiques de plus. Bien évidemment, pour que les whales accumulent nos bitcoins, il faut des news dans ce sens-là. Puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent vendre leur bitcoin. Les seuls qui vendent, c'est les derniers à arriver. Et je dis souvent, dernière arrivée, ici, premier sorti, pardon. On est d'accord avec ça ? Ok, donc maintenant, on va essayer de reprendre un tout petit peu de recul et se dire, qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce qui peut se passer de pire ou de mieux, tout simplement. On revient en mensuel et on va retracer une zone, en fait, juste là, de réaccumulation. Parce que ce qui est en train de se passer ici, on peut très bien imaginer qu'il va se passer ici. Or, on n'y est pas du tout. Pour l'instant, on n'a pas de structure, on n'a pas de M-top, etc. Alors qu'ici, on avait un énorme M-top qui a été d'ailleurs confirmé sur cette bougie-là. Or, c'est pas la fin du monde. D'accord ? On continue. On a une nouvelle zone d'accumulation de whales, ici. On le sait, pourquoi ?
parce qu'on a repoussé le prix et nouvelle ATH. Donc il y a une accumulation de wild. Ça peut être une MicroStrategy, ça peut être des banquiers, ça peut être de la smart money, des fonds d'investissement, ça peut être des personnes qui ont besoin en fait par rapport à des ETF ou à des produits dérivés pour investir sur le Bitcoin parce que de plus en plus de clients le demandent, notamment dans les pays de l'Occident. Donc ils ont besoin en fait d'accumuler du Bitcoin, ils ont besoin de détenir un sous-jacent pour pouvoir proposer des produits dérivés à leurs clients. Même si leurs clients ne vont pas institutionnels ou non, bien évidemment, Family Office, etc., Family Money, tout ça, ne veulent pas forcément détenir du Bitcoin dans leur wallet ou en portefeuille. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste parier ou investir indirectement sur le Bitcoin, ou en tout cas sur la volatilité et sur les performances probables futures du Bitcoin. C'est ça qu'on va rechercher. Donc on accumule en fait tout simplement des Bitcoins. Or, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de petits, il y a beaucoup de petits portefeuilles qui ont du Bitcoin en portefeuille, qui ont des Bitcoins sur leur wallet. Donc il faut trouver des astuces pour essayer de forcer les gens à vendre leurs bitcoins pour pouvoir les racheter moins cher et demain que ces institutionnels, ces market makers ou ces échangeurs qui possèdent beaucoup de bitcoins puissent le proposer mais en faisant un bénéfice sous-jacent énorme. En somme, si aujourd'hui CZ ou le patron de Binance ou je sais pas moi BlackRock accumule un petit peu de bitcoin, pas énorme, Goldman Sachs aussi accumule du bitcoin, Société Générale très probablement qu'ils achètent du bitcoin puisqu'ils travaillent avec Tezos, donc j'imagine qu'ils doivent toutes les banques indirectement par un moyen ou un autre accumulent du bitcoin. Pourquoi ? Pour en fait les proposer après à leurs clients. Sauf que c'est beaucoup plus intéressant pour une banque de proposer du bitcoin à leurs clients à 100 000 $ si eux les ont achetés à 36 000. Vous comprenez ce que je veux dire ? Eux, ils sont quel est le risque de la banque de proposer un produit dérivé sur un bitcoin si eux l'ont acheté à 36 000 et actuellement le bitcoin il est à 150 000 $ ou 100 000 $. Je ne vous parle pas de demain, je vous parle dans 3 ans ou dans 4 ans ou dans 5 ans. Donc les banquiers se doivent en fait d'être dans la partie. Les institutionnels se doivent d'être dans la partie, quelle que soit la régulation derrière. Ils seront soumis à une régulation, certes, s'il y est, si régulation a, il y aura bien évidemment une régulation, mais ce n'est pas forcément négatif pour le marché crypto. C'est négatif par rapport au biais psychologique que vous allez prendre, vous, par rapport à cette news-là. Si vous vous dites régulation égale drame pour le Bitcoin, et que la majorité s'accorde à dire que s'il y a régulation des cryptoactifs, à ce moment-là, c'est bearish, et ben le Bitcoin ira très probablement à l'opposé de ce que la majorité pense. Très probablement. Pour un institutionnel, c'est mieux pour eux d'acheter du Bitcoin à 30 000 ou à 20 000 $, je vous l'accorde, ou à 4 000 $, je vous l'accorde, plutôt que de l'acheter à 70 000 ou à 80 000 $ quand leurs clients et une majorité de clients demanderont d'investir indirectement sur le Bitcoin et que ça forcerait les banquiers et les institutionnels, la smart money, enfin vous appelez ça comme vous voulez, d'acheter du Bitcoin à ses valorisations de prix. Donc on a des phases de réaccumulation ou d'accumulation. On s'aperçoit aussi qu'il y a très peu de Bitcoin sur des échanges. Je vais vous faire un tout petit tour sur Glassnode parce que c'est très intéressant. Au niveau de la balance des échanges de Bitcoin, je prends beaucoup Binance, parce que Binance, c'est l'échangeur qui a fait ses preuves, le plus liquide, c'est 70-73% des traders et des investisseurs qui sont sur cette plateforme-là aujourd'hui dans le monde. C'est énorme. Binance, c'est colossal par rapport à tous les autres. Il a pris une longueur d'avance sans précédent, sans commune mesure par rapport à d'autres échangeurs. Aujourd'hui, sur l'intégralité des Bitcoins qui sont aujourd'hui minés, Binance en possède à peu près 3% sur son échange. 3%, les 18 millions. C'est très très peu, hein. D'accord ? C'est actuellement, sur l'intégralité des échanges, je pense qu'on l'a, c'est 13% des bitcoins sont actuellement sur les échanges. Or, qui fait la pluie et le beau temps du prix du bitcoin ? Les échanges. Ok ? Donc aujourd'hui, on définit un prix et non pas une valeur du bitcoin. Le prix et la valeur est complètement différente. La valeur du bitcoin ne cesse de croître depuis toujours. Sa valeur. Même si elle ne repose pour certaines personnes, de grands traders et de grands investisseurs américains et d'autres, disent que Bitcoin ne vaut tout simplement rien. Ok, c'est une croyance. Au même titre que l'or, on peut imaginer que ça vaut strictement rien. Vous ne pouvez pas le manger. Vous ne pouvez pas le boire, l'or. Bon. Aujourd'hui, on part du principe que l'eau ne vaut rien, ou est quasi gratuite, et que l'or vaut de l'argent. Or, vous avez besoin d'eau pour vivre, mais vous n'avez pas besoin d'or pour vivre. Vous comprenez ? Donc, c'est très spirituel et très émotionnel. Hein, d'accord ? Le prix de quelque chose est quelque chose de très émotionnel. Tout simplement. Vous êtes prêt à acheter une montre Rolex à $1 million et vous n'êtes pas prêt d'acheter une montre Swatch à $1 million. Pourtant, c'est une montre, ça donne la même heure, généralement. Après, je ne suis pas horloger, je sais qu'il y a des passionnés d'horlogerie sur le Discord, mais c'est juste pour faire un petit clin d'œil, et eux comprennent en fait la réelle valeur de leur horloge. Alors, mettez-vous à la place des horlogers,
ou des fans, ça porte un nom, je sais plus, je suis désolé. Mettez-le moi dans le commentaire comment ça s'appelle les collectionneurs de montres, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus pour le coup. Eux connaissent la réelle valeur d'une montre. Or, vous dites à quelqu'un, bah moi j'ai acheté une montre à 250 000 $, vous le prenez pour un illuminé. Mais partez du principe qu'aujourd'hui, quand vous achetez un bitcoin à 30 000 $, vous faites partie pour beaucoup de personnes pour un illuminé. Ok ? Mais vous comprenez peut-être la puissance du protocole, la puissance de ce que ça peut changer par rapport à des échanges monétaires, d'une sécurité, d'une réserve de valeur. Bah, partez du principe qu'on est un petit peu des collectionneurs de montres aujourd'hui. On est peu sur la planète. Je vous prends un exemple très simple. J'ai eu beaucoup on va faire c'est le week-end, donc on fait une vidéo un peu longue, mais comme ça vous comprenez la structure de ma psychologie. Aujourd'hui, il y a 4 milliards de personnes qui ont accès à Internet dans le monde. 4 milliards, c'est pas mal, hein. Et il y a 100 millions de personnes qui détiennent un wallet Bitcoin, une adresse Bitcoin. 100 millions contre 4 milliards de personnes qui ont accès à Internet. Donc qui ont la possibilité de comprendre, de connaître et d'acheter du Bitcoin. On est d'accord. Après, ça dépendra des pays, s'ils autorisent avec la carte bancaire. Bon, on va bien revenir, mais vous imaginez un petit peu le délire. Techniquement, c'est possible de se procurer du Bitcoin à 4 milliards d'individus. Donc ça représente 2,5% de la population qui ont accès à Internet, hein, quels que soient les pays dans lesquels ils vivent, et qui peuvent détenir du Bitcoin. C'est que 2,5%. À ce moment, on peut imaginer que si on revient à l'époque Internet avant la bulle des dot-com, 2,5% ou 3%, c'est à peu près ce qui s'était passé dans les années 95 avec l'accès à Internet dans le monde. Donc des personnes, 2,5% ou 5% des personnes avaient accès à Internet dans les années 95 à peu près. D'accord ? Au niveau de l'acceptation et de la diffusion en fait de cette possibilité ou de ce nouveau champ des possibles. Et autour de ça, plein de choses se sont créées autour d'Internet. Des Yahoo, des Google, tout ce que vous voulez. Et rassurez-vous, il y a plus de 90% des sociétés qui se sont créées avant les années 2000, entre guillemets, par rapport à Internet, n'existent plus aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec les cryptoactifs aujourd'hui. 90% des cryptoactifs n'existeront plus dans 10 ans. Mais on le sait, c'est un cycle qui se répète. Il ne faut juste pas avoir peur, il faut juste prendre ses profits quand ils se présentent. Ça, c'est super important. Donc on s'aperçoit quand même deux choses. Et je reviens sur mon petit graphique de Glassnode qui est très intéressant. On s'aperçoit en fait que les bitcoins sortent des échangeurs. D'accord ? On voit le prix baisse ici, mais la balance, le pourcentage de balance des bitcoins qui sont actuellement sur les échanges diminue également. La seule fois où c'est monté fortement, c'est juste ici. C'était lors du retracement de 50%, un peu le panic sell, là, le buy China, ou je ne sais plus trop où c'était. Donc ça, c'était introduction en bourse, probablement de Coinbase. Bon, beaucoup de bitcoins arrivent sur les échanges, on stabilise, et derrière, on continue à remonter et on sort des échanges. Or, ici, moi, j'aimerais voir des bitcoins qui re-rentrent. Des grosses baleines, là, qui amènent leurs bitcoins et qui disent « Oh, il faut vendre parce que c'est le crack ». Non, pour l'instant, c'est pas le cas. On a exactement la même chose ici. Vous avez là, lors de mars 2020, une diminution du cours, une sortie des capitaux, mais d'un coup, ça remonte très très fort. Alors oui, ça va très très vite. Hein, quand il y a un crack et un flash one, c'est le premier qui appuie sur le bouton, qui balance sur Binance ou qui balance sur un échange, quels que soient les échangeurs, pour vendre très rapidement leur bitcoin. D'accord ? C'est revenu très très massivement. Mais tout de suite, en fait, on a vu que la tendance s'était complètement inversée. Ça, c'est clairement ce qu'on appelle un panic sell. Et si ça se passe comme ça, à ce niveau de prix-là, et je vous suis, pour beaucoup de personnes, on imagine qu'on se prend 50% dans la tronche de baisse. Mais en réalité, en moins de 3 mois, ça va revenir au prix d'origine. C'est exactement ce qui s'était passé. Je ne vais pas venir ici, je vais venir ici. Hop, juste là. Même si on explose tous les lots, et qu'on se prend du moins je ne sais pas combien de pourcents, j'y étais, hein. Je sais exactement ce que vous allez ressentir, parce que je l'ai ressenti aussi, et c'était assez surprenant. La majorité ne croyait pas à ça. Pour la majorité des personnes, c'était impossible. Ici, c'était acheter le dip, c'est un retracement, zone de rechargement, ça repart. Pourquoi ? Parce qu'on avait toutes les structures. Continuation haussière, le dip, structure ici, ça continue, petit retracement normal. Alors, tous les éléments web disaient A, B, C, D, enfin 1, 2, 3, 4, on est dans une vague 3, on est dans une vague 3, donc là, c'est la petite 2 d'une grande vague 3 qui va partir in the moon pour aller chercher les ATH, avec bref, le monde entier, où la majorité des personnes étaient bullish. Derrière, on se fait éclater la tronche. Mais Covid, une source fondamentale externe puissante, d'incertitude totale, fait flusher tous les marchés. Mais ça fait tout flusher. Le gold, le dollar, les bons, tout ce que vous voulez. Tout craque en fait. Est-ce que vous sentez la même chose aujourd'hui ?
Est-ce que vous sentez une incertitude extrême sur les marchés? Est-ce que vous sentez quelque chose de nouveau qui va apparaître, comme le Covid, aussi puissant que le Covid? On l'avait regardé sur Google Trends, le Covid, c'est ce qui a dépassé sans commune mesure toutes les recherches Google sur les 2 dernières années. Mais sans commune mesure. C'est 4 fois plus important que la Coupe du Monde 2018 de football. Ok? Donc ça, je comprends que le marché le price. Et que le price très fort dans une incertitude telle. Aujourd'hui, j'ai bien l'impression, mais c'est quelque chose de très personnel et vous n'êtes pas obligé de me suivre. Parce que j'ai de plus en plus de commentaires sur des personnes qui traitent un peu les influenceurs de fous, que vous allez bientôt tous être ruinés, pauvres fous. Alors, je ne lui ai pas répondu, mais je comprends qu'il y ait des gens qui pensent ça et qui se sont déjà fait très mal aux dents, en levier, etc. Et c'est logique, en fait. Le marché va chercher les poches de liquidité logiques pour faire mal à un maximum de personnes. Donc, c'est normal que sur ces niveaux de valorisation, un Bitcoin qui a diminué déjà de 50%, donc on rentre dans une phase de capitulation. À moins 50% d'un actif, c'est une phase de capitulation. Je comprends qu'il y a une majorité d'entre vous qui ont perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent, soyez complètement rassurés avec ça. On est tous dans le même bateau. Hein, c'est pas des gens, si on vous dit, moi j'ai fait plus 4000% alors que le Bitcoin a fait moins 50%, bah restez pas trop accrochés à votre short parce que vous allez finir par le perdre, votre short. Mais c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Ok, donc prenez vite vos profits, quel que soit le sens et quel que soit le style de trading que vous utilisez. Ça, c'est très important. Bon, j'ai bien l'impression que le monde entier s'accorde que ça va cracher. Mais au même titre qu'ici, en fait, le monde s'accordait que ça allait cracher. Je dis pas que ça peut pas baisser plus. Je dis pas qu'on peut pas faire une mèche en dessous des 29 900 $ ou 29 500 $. Je dis juste que c'est beaucoup trop pessimiste ici pour continuer, en fait, une chute lente, difficile, abusive. Et on le voit sur l'intégralité de nos indicateurs techniques. C'est trop bearish. On ne peut pas retourner un marché quand c'est complètement bearish. Et pour moi ici, c'est un V-top, etc. Bon, après, c'est toutes les années techniques, on le prend ou on le prend pas. Mais le sentiment est beaucoup trop baissier pour avoir un crack financier sans précédent. Il faut vraiment que la majorité dise c'est réellement le dip, ça ne peut que remonter. Tous les voyeurs sont en vert, reprise économique, fin du coronavirus, etc. Là, ok, on a un joli cycle haussier, retour haussier, et puis à ce moment-là, on pourra poser des bottoms de marché quand personne s'y attendra. Et on se prendra des cartouches sévères. Et même si vous voyez des M-top, vous ne voudrez tout simplement pas les voir. À ce moment-là précis, on peut imaginer que c'était un top de marché. Pour l'instant, pour moi, ce n'est pas du tout un top de marché. Mais c'est clairement mon avis très personnel. Pour moi, on est retourné dans une zone d'accumulation de whales. Je ne dis pas qu'elles vont gagner ces whales. Elles peuvent se faire déchirer, comme elles se sont fait très très peur ici. Mais il est très probable que ça va très fortement racheter. Voilà, tout simplement. Pour les raisons pour lesquelles je vous les ai évoquées tout à l'heure. Je prends une petite news. Ça fait combien de temps? 27 minutes. Ok, je prends une petite news. C'est Jérémy Grandzam qui parle. Donc c'est un fondateur d'un fonds d'investissement. Et je vais juste vous donner une phrase très simple par rapport à ce type de news que je vois et qui sont logiques quand tout le monde parle du crack. Mais ça fait depuis 2012 qu'on parle du crack sans précédent sur les marchés financiers. Depuis 2012, on en parle, on est bien d'accord. Hein. Évidemment. Il va arriver ce crack, mais il va peut-être pas arriver demain, il peut arriver en 2027, ok? Mais il y a des gens qui parlent du crack depuis tout le temps, tous les ans ou tous les 6 mois, ils parlent du crack. Là, vous devez le voir chez les influenceurs. Donc en fait, vous allez perdre plus de temps et plus d'argent à anticiper un crack que de jouer la tendance. Or, jusqu'à preuve du contraire, sur le S&P 500, c'est la tendance qui prime, et la tendance sur le S&P 500 est haussière. On ne fait que des nouveaux plus hauts. Je vous prends un exemple. On se prend 50% dans la bougie. On se fait péter les 4 dents devant. On prend moins 50% à partir du top du marché sur les S&P 500. Donc ça veut dire que les Apple, les Google, etc. vont peut-être perdre, je sais pas moi, 32%, 27%, et d'autres valeurs vont perdre 90%. Ok ? Le S&P 500 représente les 500 plus grosses entreprises capitalisées des États-Unis. Ok, très bien. Donc tout ce petit monde perd 50% en moyenne. D'autres perdront plus, d'autres perdront moins. Mais en fait, on sera juste revenu sur un point bas entre guillemets, de 2018, voire un point bas de mars 2020. Ni plus ni moins. Donc, en réalité, ceux qui ont acheté ici dans la peur, ou ici dans la peur, ou même ceux qui étaient déjà, entre guillemets, investis en 2017, si vous prenez, en fait, les rendements composés, parce que vous prenez 7% d'intérêt tous les ans, d'accord ? Bon, vous avez déjà gagné 14%, plus la hausse, c'est formidable. Bon, bah derrière, vous reprenez 50% dans les dents. Ça va très très vite racheter. Hein, je pense pas que ça va faire des trucs comme ça, et fin du monde, sauf s'il y a une guerre sans précédent, nouvelle guerre mondiale, etc. Je dis pas, hein, mais le marché s'en relèvera, c'est juste notre capital et notre portefeuille qui va avoir du mal à s'en remettre, mais
Tout le monde s'en remettra. Ça fait 100 ans que tout le monde s'en remet sur les marchés financiers. Je vois pas pourquoi ça changerait dans les 5 prochaines années ou dans les 3 prochains mois. Enfin, c'est juste une question de probabilité. Je joue ces probabilités. Ben, ce serait pas délirant pour le marché de perdre 50%. J'y crois pas, hein, pour le coup. Hein. Je pense pas. Parce que, en fait, tout le monde est bearish. Le problème, c'est que tout le monde est bearish. Or, on va se rappeler qu'en 2000 ou en 2008, c'était un peu pareil. C'était crise des subprimes. Et là, vous vous rappelez qu'on parlait beaucoup de la crise de la dette. Et notamment, pendant les ères Obama, moi je suivais ça de près, on attendait un peu le crack, et on en reparlait aussi du crack. C'était pendant les ères Obama par rapport à la dette américaine, mais des étudiants, à 2500 milliards de dollars. C'était plus que le PIB français à l'époque. Juste la dette étudiante américaine. Et ils pensaient qu'il y aurait un prochain crack qui viendrait de là. Bon, vous entendez encore parler de ce truc ou pas, vous ? Moi, j'en entends plus du tout parler, donc bon, c'est bon, tous les étudiants ont remboursé leurs prêts. Non, c'est pire aujourd'hui. La dette étudiante américaine est pire aujourd'hui. Donc, ce qu'on est en train de pricer ou ce qu'on est en train de témoigner en termes d'émotionnel, c'est que ça ne s'est pas passé il y a 5 ans, donc aujourd'hui, si ça se passe, ce sera encore pire. Et là, on parle que ça soit pire que 29. En 29, ça va à peu près décrocher de 70% les marchés financiers. Ben, je vous dis, vous vous êtes fait vacciner, dans les 5 dernières années, on s'est fait vacciner 3 fois sur le Bitcoin à moins 70%. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le marché s'en est toujours remis. Toujours remis. Ce sera difficile pour notre capital, mais on va s'en remettre. Donc ça ne sert strictement, en somme, je vous prends ce dernier exemple sur les S&P 500, vous achetez ici. Alors n'achetez pas là, les valeurs sont trop hautes. Attendez effectivement des retracements et des structures pour acheter. Mais partons du principe que si on vient à chercher notre premier arrêt, je le trace un peu vite, mais on l'imagine. Premier arrêt juste ici sur les 3000 points. Retour à 3000 points. Mais ici, je paye ça. Sans aucun problème. Ça, je paye. Et ça, je paye. Mais je ne mets pas all-in. J'appuie un peu plus mes positions. Au lieu de mettre 10% ou 12% de mon cash, je vais peut-être monter à 19, 20, 25 de mon cash. Sur des structures de retournement, sur une reprise, etc. Lorsque le marché aura digéré, en fait, ses excès. Le marché aime digérer ses excès. Et à un moment donné, ça repartira à la hausse. Parce que de toute manière, le S&P 500, c'est un petit peu comme la Ligue 1, en fait, en football. C'est les meilleures entreprises. Et quand il y a des entreprises qui passent 512e, elles sortent et on va prendre les 487, et enfin la 560e qui va passer dans le top 500. Donc l'idée de croissance en fait sur les S&P 500 est complètement logique. Sans parler d'impression monétaire, on prend les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Donc vous avez des fois dans la Ligue 1 des relayés, et puis dans la Ligue 2 qui passent en Ligue 1. Et puis ça change tous les ans. Là, c'est à peu près pareil sur le S&P. Vous avez vu que sur le CAC 40, Atos s'est fait sortir du CAC 40. Atos. Super boîte, Atos, pourtant. Elle s'est fait remplacer par une boîte tech. C'est le jeu. T'as perdu de la cap, mauvais résultat, le marché a sanctionné, tu sors. Et refais tes preuves, tu rentres. Voilà, Ligue 1, Ligue 2, c'est à peu près pareil. Donc c'est normal, en fait, que le S&P, que le CAC 40 ou que le Nasdaq continue à augmenter. Il y aura des corrections, bien évidemment. Il y aura des cracks, très probablement. Il y aura peut-être même ce genre de choses qui n'est pas très sexy. Des ranges comme ça, c'est vraiment pas top. Mais pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Pour l'instant, on est en tendance. Et la tendance est votre ami. Donc ça sert à rien d'anticiper tous les jours sur des annonces aussi talentueux soient-ils. Je rappelle aussi que tous ces mecs-là, une très très grosse majorité de ces personnes-là et de ces personnalités-là ont des fonds d'investissement. Et ces fonds d'investissement, c'est 80% de bons du trésor, métaux précieux et 20% d'actions. Et 20% d'actions triées sur le volet grâce à des indicateurs techniques uniques au sein de notre société, de notre fonds d'investissement. On a des trucs et astuces et secrets, etc. Bon, vous connaissez le délire. Ça vous coûtera beaucoup moins cher de le faire de votre côté plutôt que d'aller dans ce type de fonds ou même par rapport à votre banquier. Quand vous voulez acheter une action, vous voulez acheter l'action totale chez votre banquier, ça vous coûte 15 balles. Hein. Oui, d'accord. Oui, c'est pas c'est juste les frais fixes, ça, pour dire bonjour, 15 balles, et puis après il y a les frais dessus, 0,25% ou même 1,50%, je sais plus. Enfin, c'est hors de prix, quoi. Donc, bien évidemment, que ces gens-là vont bien résister à la crise. Et c'est leur gagne-pain, la crise, à ces gens-là. Puisque si le cours descend de 50% et que lui, il dit, nous, on a perdu que 9%. Voilà, donc tous les malins ou tous les traders ont perdu, ou tous les investisseurs autonomes, entre guillemets, ont perdu 50% de leur capital ou 40% de leur capital. Nous, si vous étiez dans ma boîte, dans mon fonds d'investissement, vous n'aurez perdu que 9%, que 7%. Eh ouais. Sauf que si vous aviez du Bitcoin, jusqu'à temps que ça arrive,
Bah vous, peut-être que votre capital, il aura fait 300% d'augmentation, alors que lui, il aura fait que 11% d'augmentation sur les 3 dernières années. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, ça ? Ça, c'est super important à comprendre. Donc, si vous voulez regarder concrètement les risques systémiques qui se produiront de toute manière, et l'intégralité des marchés seront soumis à ces risques systémiques, et il y aura des crashs. Donc, soyez certains qu'il y aura des crashs qui vont arriver. Peut-être pas demain, peut-être pas dans un mois, peut-être pas dans 2 ans, mais ils arriveront quoi qu'il arrive. Je les attends, puisque j'ai un capital, en fait, qui n'est pas investi sur les marchés financiers. Donc s'ils arrivent, ce ne sont que des opportunités pour moi, mais comme pour ces gens-là. Croyez-vous bien que s'il y a un crack, ils vont racheter des actions moins chères pour derrière faire fleurir leur fonds d'investissement. Et dire, bah, cette année, on a fait 12% d'augmentation. Ouais, mais le Bitcoin a peut-être fait 300%, ou 250%, tout simplement. Intéressant, hein ? Intéressant. Voilà pour ça. Donc oui, très très bien par rapport aux annonces, etc. La Fed, Tesla, ou j'en sais rien trop. Je regarde de moins en moins en fait cette partie fondamentale parce que on n'est malheureusement pas Twitter est en retard surtout. Tout est déjà pricé. Le marché price tout en avance. Des choses qu'on ne connaît même pas maintenant. Tout simplement. Ils ont des accès, il y a des gens qui sont puissants, qui ont des accès à tous les niveaux des hiérarchies politiques et géopolitiques de tous les pays du monde, et qui en fait peuvent anticiper des mouvements de marché. Et ce n'est pas des petits portefeuilles qui ont ces accès-là, ce sont des énormes portefeuilles, tout simplement. Donc en somme, on sera au courant de quelque chose, ce sera déjà quasiment la fin. En fait, les derniers pics de volatilité, je finirai là-dessus, sur cette grande explication philosophique, pardon. Mais c'est toujours intéressant de prendre du recul. En fait, ce type de bougie, en réalité, regardez. Hop. Même si c'est pas une majorité des cas, hein, d'accord, je reviens juste. En fait, tous les gros fonds d'investissement ont déjà vendu là-dedans, quoi. Ici, c'est la dernière bougie de capitulation. Ok. Ça c'est le public, entre guillemets. C'est le public. Mais c'est aussi le sentiment. Et le marché ira toujours là où les sentiments, en fait, ou le contraire du sentiment. Donc je remonte, quelles que soient les news, hein. Ici, si les baleines devaient sortir, elles sont déjà sorties ici. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont sortis ici, parce que je reviens sur Glassnode, on le voit très très bien ici. Vous voyez, là, ça... Ah, je vais pas vous prendre celui-là. J'avais mis quelques trucs en favori. Ah ouais, j'aime bien ça. 1000 bitcoins, pas mal. Ici, vous voyez que sur toute la montée, ça, ce sont les adresses que je vous montre qui sont supérieures à 1000 bitcoins. Des wallets qui sont supérieures à 1000 bitcoins. D'accord ? Vous voyez que ça monte. Et à partir de là, sur des niveaux de 1, comment ça s'appelle ? Des extensions de Fibonacci de 1,618, 2,618, etc. Ben, en fait, vous avez des adresses de plus de 1000 bitcoins qui descendent. Donc elles ont moins de 1000 bitcoins, en fait. Elles passent sous la lettre de 1000 bitcoins. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là ? Vous vous rappelez de là ? Je ne vais pas le mettre en 2017, je vais le mettre en 2019, on le verra beaucoup mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'elles font là ? C'est à partir de là, qu'est-ce qu'elles font ? Elles sont en train de distribuer, comme des petits cochons, tous leurs bitcoins. C'est impressionnant, hein, ça descend quand même fort. Hein. C'est sympa, hein, enfin, il y a peut-être 500 adresses hein, qui sont passées en dessous. Alors elles ne vendent pas tout comme... elles ne se déchargent pas de l'intégralité de leur bitcoin, mais elles prennent des profits, tout simplement. Ok. Donc là, on voit qu'elles stagnent, ces adresses. Bon, ça réaccumule. D'ailleurs, regardez, là, ça baisse, et ici, ça augmente. Ça veut dire que quand ça baisse dans la peur extrême, il y a un regain d'adresses qui ont plus de 1000 bitcoins. Réaccumulation. Bon, ça monte. Est-ce que là, elles ont vendu, là ? Non, ça stagne. Elles stagnent. Donc là, ça descend. Est-ce qu'elles vendent, là ? Est-ce que les grosses adresses de plus de 1000 bitcoins vendent ? On parle de plus de 1000 bitcoins, hein ? C'est beaucoup, hein. C'est des très très gros portefeuilles, des très très gros wallets. Non, ça stagne. D'ailleurs, ici, vous voyez, ça descend fort. Et là, ça remonte un peu. C'est marrant. Donc voilà. Donc prenez du recul. Qu'est-ce que je vois moi ? Moi, je vois qu'on est en train de se faire aspirer nos jetons, quoi. Et que les gens vendent dans la peur. Et que pour moi, la dynamique reste haussière. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir un crack sans précédent. Comme on avait eu ici en mars 2020. Vous voyez ici ? Vous aviez des adresses qui commençaient, donc là, hop, ça monte, là, ça stagne. Est-ce que là, il y a eu une chute des adresses de plus de 1000 bitcoins ? Est-ce que c'est parti dans les enfers ? Non, c'est pas parti dans les enfers, là. Ça s'est déchargé doucement sur les reprises, ils ont digéré, et à partir de là, on fait les structures,
et hop, on réaccumule et on continue à grossir. Et puis là, bien évidemment, ça a pris beaucoup d'ampleur. Mais ça aussi, on peut le regarder. Comment font les gros wallets ou les gros whales avec leur Bitcoin? Elles vendent pas tout. Elles vendent pas tout. Elles ont vendu dans des zones de distribution ici. Et on le sait que c'est une distribution à ce moment-là. Et là, ça flush. Et là, pour moi, ça réaccumule. Tout simplement. Moi, j'aimerais voir un truc qui part, que tout le monde est gagnant, etc. Il y a trop de perdants actuellement. Trop de perdants. On est passé à 60% là. 40% de perdants sur les dernières arrivées, sur les derniers petits wallets. Voilà, intéressant. Voilà pour ça. Bon, j'ai fait un gros tour d'horizon par rapport à une psychologie. Je pense que c'était quand même important le week-end de parler de ça. On attendra bien sûr les clôtures de bougies. Comme ça, on finit un peu sur l'analyse chartiste, bien évidemment. Tant qu'on ne vient pas clôturer une bougie mensuelle en dessous des 29 000, pour moi, ça reste haussier. D'accord? On voit même qu'on ne vient même pas clôturer en dessous des précédentes bougies ici, clôture de bougies. Donc on est à combien? 36 600? Bon, bah c'est super. Enfin, vous regardez ça, vous prenez du recul, ni chaud ni froid, quoi. Pour l'instant, moi, j'ai pas d'inquiétude, hein. Aucune émotion là-dessus, j'ai pas mes structures de retournement. Je l'avais ici, j'avais sorti massivement, et ici, j'avais sorti massivement, parce que possible décalbone. Là, pour moi, c'est totale continuation jusqu'à preuve du contraire. Je peux me tromper, je me trompe régulièrement, mais là, pour moi, c'est clairement de la réaccumulation, et on voit que ces mèches sont tellement, systématiquement rachetées, quoi. On peut faire ce qu'on veut, mais il n'y en a plus beaucoup des jetons à acheter là, sur les échanges. Hein. Alors beaucoup de whales l'achètent OTC, donc ça veut dire hors des échanges. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'achètent pas à ce prix-là, il y a des gens qui veulent bien leur vendre à ce prix-là. Et j'ai bien l'impression que quand les gros portefeuilles ne voudront plus se vendre OTC, ils diront allez sur les échanges pour acheter vos bitcoins et laissez-moi tranquille, et le truc il va partir en l'air, et que c'est final, quoi. Et que c'est final. Pour moi, on l'a pas encore vécu, ça. On n'a pas vécu cet excès final. Pas du tout. Ouais. Je le regarde de temps en temps, ce graphique, j'aime bien regarder en mensuel, mais pour moi, c'est clairement de l'accumulation et de la réaccumulation. Je dis pas qu'on peut pas l'exploser comme ici, mais ce sera vite racheté, et puis j'achèterai très massivement s'il y a une capitulation, bien évidemment. Vous commencez à me connaître. Je voulais qu'on parle d'une watchlist crypto que j'avais fait en fait il y a quelques semaines. Je vous l'avais posté ici. Allez dans le Discord côté annonce. Je vous le remontre juste ici. Voilà. Annonce ici. Vous avez en fait une watchlist des rois. Je trouvais ça très intéressant. C'était, voilà, juste là. Bon, maintenant qu'il y a notre ami Eric et Bruno qui nous a fait un super travail sur forking, vous le trouverez aussi en anglais annonce ou documentation. Vous avez la watchlist et vous avez en fait toutes les zones qui sont en zone de rechargement d'achat première classe et classe éco. Donc je vous inviterai tous à aller là-dessus. Mais par contre, je vais faire une watchlist pour ce week-end. Vous aurez la vidéo demain sur les actions. Parce qu'il y a des trucs super intéressants sur les actions. Puisque c'est intéressant de aussi rappeler qu'il y a plus de 50% des actions du Nasdaq qui ont perdu 50% de leur valeur. Donc plus de la moitié des actions du Nasdaq ont perdu déjà plus de 50% de la valeur. Et on appelle ça un crack silencieux. Ok ? Donc on ne le prendra pas dans l'hyper détail, mais il y a des choses qui sont en train de se passer sur des actions qui sont très très intéressantes, et les baleines réaccumulent dans l'ombre, entre guillemets. Un petit peu dans l'ombre et dans le noir. Parce qu'on a le temps, ce crack. Or, il a probablement déjà commencé, et même il est déjà pricé, ce crack. Donc vous voyez, on peut aller super loin. Si ça doit arriver, ce sera plutôt un panic sell, mais du public, et non pas des institutionnels, parce que ils ont déjà pris leur profit 20 fois, les institutionnels, ici. Et c'est eux qui sont remontés et qui ont couru derrière le prix. Hein. C'est eux qui font ça, c'est pas nous, bien évidemment. Donc pour moi, on n'est pas dans une euphorie telle qui permette de partir dans les airs. Je parle d'Atom, je voulais vous en parler. On fait 2 cryptos, et puis on le reprendra dans la vidéo de demain, il n'y a pas de souci. Ou la vidéo de lundi, c'est pas très très pressé. Atom, pas joli. D'accord ? Je vous avais dit il y a quelques semaines, j'ai acheté de l'Atom, je suis dedans, j'ai déjà pris des profits. On n'achète pas sous résistance. Ici, on peut pas acheter. Hein. D'accord ? Parce qu'actuellement, on est dans un énorme range. Donc là, haut de range potentiel, bas de range, haut de range. Plus probable maintenant, c'est pas d'acheter ici pour pousser là. C'est pas nous qui poussons. Et je vous avais dit, si Bitcoin continue à tirer la gueule, ça marchera pas. Il faut vraiment que Bitcoin redonne cette énergie-là pour pousser Atom. Bon, il n'a pas tout poussé. Bon, retracement assez profond. Et on se retrouve éventuellement bas de range. C'est pas la fin du monde. Attention quand même à cette structure, que si on vient clôturer Atom en dessous de $20, en mensuel, c'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon du tout. Ou même en weekly, c'est pas bon du tout. Là, actuellement, je suis en weekly. Je voulais aussi vous le montrer comme ça. On va jusqu'au bout. Pour moi, Atom qui clôture ici, d'accord ? C'est pour ça que je voulais vous en parler. Si Atom clôture en dessous de cette ligne-là, donc au-dessus des $33, c'est un M weekly confirmé. D'accord ?
ici vous avez votre premier bras, vous allez en bas, ligne de coup, en haut, et derrière, si on clôture en dessous de cette ligne-là, pour moi, c'est un M weekly confirmé, donc retournement de tendance. C'était aussi drôle, et je vous avais dit, ici pour moi, j'ai un V-bottom. Les V-bottom sont menés à être retestés. On va aller probablement le rechercher. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on attendra? On attendra une structure de retournement. D'accord? En weekly pour annuler ce M-top. Donc, juste n'essayez pas d'acheter le couteau qui tombe, c'est pas intéressant. Sur le long terme, ça marche pas forcément. Il y a des structures qui sont en train de se mettre en place, il faut laisser en fait la tendance. La tendance est votre ami. La tendance long terme sur Atom est haussière, au même titre que sur Bitcoin, mais à court terme, c'est baissier. Voilà, je voulais juste vous prévenir de ça. Il faut pas clôturer. Si on vient clôturer la semaine, là, dimanche, on refait un super pic aussi, on est au-dessus de 33$, on oublie ce que je viens de dire. C'est juste pour vous prévenir. Et il y a beaucoup d'assets qui sont dans cette configuration-là, donc vérifiez bien. Inutile d'acheter des couteaux qui tombent si ça confirme des structures de retournement en M ou weekly. Ça sert à rien d'acheter des couteaux qui tombent parce qu'il faudra de toute manière derrière attendre une structure de retournement long terme. Et les institutionnels et la smart money créeront et attendront pour accélérer la reprise ces structures-là. Même exactement comme ici. Hein. Regardez. Hein. Vous voyez, on structure les choses. Ici, on a notre M-top en weekly. Derrière, on accélère et on attend des structures. D'accord ? Et au moment où on a la clôture ici, je suis en délit, mais vous imaginez bien, à ce moment-là, on peut avoir des poussées. Je le rappelle, en tant qu'investisseur moyen-long terme, ce type de choses ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est ce type de choses-là, d'accord ? C'est tout ça, là. Ça, on s'en fiche un peu, ça. Parce que ça, c'est un range, et ça donc fait jouer nos émotions. Ici. J'achète ici. Ah, j'ai perdu. Zut. Qu'est-ce que je fais? Je vends. Non, je vends pas. J'y vais. Ah, super, j'ai regagné. Ici. Oh, ça va partir. Ah, c'est sûr, il y a la structure qui va... Non. Attendez vos structures, soyez patient, oubliez les 10, 12, 20% sur les cryptos, c'est vous prenez moins 50 en une journée, vous prenez plus 30 le lendemain. Si vous êtes trop émotif, long terme, moyen long terme, et attendez des jolies structures de retournement. Ça sert à rien de se jeter sur les mèches. Vraiment, l'expérience, ça marche pas. Ça marche vraiment pas, pour le coup. D'accord ? Voilà pour ça, je voulais qu'on parle aussi de quoi ? On finit là-dessus, parce que ça fait 47 minutes qu'on parle. On va essayer de rester en dessous l'horaire, entre guillemets. J'avais un autre truc... non, j'avais peut-être pas d'autres trucs à vous montrer. On va rester là-dessus. C'est bon, on refait un petit truc... Demain, j'aimerais vraiment qu'on vous parle des stocks, et en fonction de la clôture de ce soir ou dans l'après-midi, je vous posterai une vidéo pédago dimanche. J'aimerais bien faire ça. Ok ? Bon, on a beaucoup parlé. Beaucoup décousu cette vidéo, mais bon, c'est le début, c'est pas grave, on a le temps chez les rois, on s'améliorera. Mais voilà, des fois j'aime bien vous partager ce côté psychologie, parce que je le vois beaucoup sur les... on l'est tous, hein. On a tous peur, c'est normal, on a tous des émotions, c'est normal. Le marché joue avec les émotions et se nourrit des émotions, d'accord ? Et souvent des émotions des impatients, c'est le plus fréquent. Donc soyez patients, attendez des jolies structures, et derrière, il est très fort probable que tout se passe bien, hein. Vraiment, hein. On est dans une bonne dynamique, et pour moi, cet excès final, nous ne l'avons pas connu. Je vous souhaite à tous un bon week-end. On se retrouve demain pour la petite sélection des actions. Pour ceux que ça intéressait, ça fait longtemps que je vous en parle, et je vais vous faire ce petit fichier-là. Et de 2, une petite vidéo pédagogique. J'aimerais vous parler des figures chartistes. Merci à tous, et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À demain, et bon week-end. Ciao.